Donc on est au deuxième bureau de l'Assemblée nationale, là, et on est ici pour discuter du Congo. Pourquoi? Parce que Mathieu, qui est hors champ là, mais il s'est rendu sur place, et il m'a dit, là-bas, il y a une guerre. C'est comme ce dont parle Omar Sy, quand ça se déroule en Ukraine, avec la Russie, tout le monde en parle, mais quand ça se déroule là-bas, dans l'est du Congo, au Kivu, c'est silence radio. Et donc, il m'a dit, vas-y, il faut que tu t'en saisisses, il faut que tu aides à apporter un peu de lumière sur ce sujet. Pour en discuter, on a là autour de nous Distel et Lorraine, sa femme, Zola. Donc toi, tu es un joueur de foot maintenant à la retraite. On est à la retraite tôt dans le football. Ça pourrait être imité sur notre truc, mais bon. Qui a joué à Monaco, à Laval, au Havre, mais qui a été aussi international congolais. Et vous avez fondé ensemble une association pour venir en soutien aux enfants qui se trouvent au Congo. Et dernièrement, tu as été nommé pour le programme des Nations Unies pour l'aide alimentaire. Mélanie Goubi, vous, alors, ça y est, je passe au vouvoiement, j'ai un footballeur, je le tutoie, et puis, bon, alors allez, toi, tu es journaliste, experte quand même, ça fait maintenant plus de 10 ans que tu travailles sur ce qui se passe dans l'Est de l'Afrique. Tu es basé à Londres, je te remercie d'être venu exprès ici à Paris. Tu as travaillé pour Le Figaro, mais tu travailles notamment pour des médias anglo-saxons, le Washington Post, Newsweek. Et là, tu as réalisé un documentaire qui a eu une reconnaissance, qui est encore sur Netflix, qui s'appelle Virunga. Qu'est-ce qui se passe concrètement sur le terrain? Il y a un peu plus d'1 an, il y a une milice qui s'appelle le M23, un groupe armé qui est soutenu par le voisin rwandais, qui a réémergé. C'est une milice qui réémerge comme ça toutes les quelques années, tous les 5-10 ans, qui est une des milices les plus puissantes en fait dans la région, qui est une milice formée d'hommes principalement appartenant au groupe Tutsi, qui ont combattu aux côtés du RPF, qui est le groupe armé qui avait été formé par le président rwandais Paul Kagame. Donc en France, c'est le FPR, le Front Patriotique Rwandais. Voilà, exactement. Qui au fur et à mesure des années, ont joué un rôle de déstabilisation dans la région avec le soutien donc, de ce voisin rwandais. Donc ils ont existé il y a 10 ans, ça s'appelait déjà le M23. Ils avaient pris la ville de Goma et à la suite de ça, ils avaient été battus par une coalition de l'armée congolaise et de la mission de maintien de la paix de l'ONU et de troupes qui étaient venues du sud de l'Afrique pour les soutenir. Ils avaient fui dans des camps en Ouganda et au Rwanda. On les avait laissés un peu croupir, on avait un peu oublié d'essayer de régler le problème de leur avenir, qu'est-ce qui allait se passer pour eux. Et ils sont revenus au Congo il y a quelques années et avec donc le soutien du Rwanda, ils ont pu se réarmer et reprendre leur combat contre l'armée congolaise, déstabiliser à nouveau la région. Et il y a aujourd'hui plus d'1 million de personnes qui ont été déplacées à cause de ce conflit. Le massacre, où il y a une vidéo qui circule sur Internet, il est représentatif de ce qui se passe là-bas ou... Alors, c'est un massacre qui s'est passé dans un village qui s'appelle Kishiché. On ne sait pas exactement combien de personnes ont été massacrées. L'ONU a évalué à peu près 160 personnes qui ont été massacrées pendant cette attaque du M23. Aujourd'hui, la zone qui est contrôlée par le M23, on ne sait pas y avoir accès. Donc, on ne peut pas vraiment savoir exactement ce qui s'y passe. On a des échos des gens qui viennent, qui fuient le contrôle du M23, qui ont été persécutés. Il y a des gens qui ont été torturés, il y a des gens à qui on a tout pillé. Donc, il y a toutes sortes de crimes qui sont commis contre cette population. Donc ça va du massacre au viol, au pillage. Mais à quelle échelle exactement, sans avoir accès à cette zone, c'est très difficile à évaluer aujourd'hui. Donc en revanche, ce qu'on arrive à calculer, c'est le nombre de déplacés puisqu'ils fuient la zone. Et donc là, on serait, vous dites 1 million, j'ai lu 1 200 000 personnes d'après le programme des Nations Unies pour l'aide aux réfugiés. Donc en tout cas, c'est des chiffres colossaux. Et donc là, vous avez, vous, des amis ou de la famille sur place qui souffrent de ça, qui se trouvent déplacés. À Goma, j'ai plusieurs amis, certains même avec qui j'ai évolué en équipe nationale du Congo. Et ils m'ont parlé souvent des difficultés. Et aujourd'hui, c'est vrai que la situation là-bas n'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de déplacés. Il y a des camps un peu sauvages qui sont créés à la périphérie de la ville. Donc sanitairement, humanitairement, c'est vraiment une période difficile. Donc vos amis footballeurs, concrètement, qu'est-ce qui leur est arrivé?
C'est leur famille. En fait, ils sont originaires de là-bas et pour certains, ils ont eu à perdre des proches dû à la guerre et leurs familles aussi sont, pour certains, en difficulté. C'est des gens qui vivaient en paix dans leur maison et ils ont été mis dehors et pourchassés. Exactement. Et dans la région, là-bas, il y a beaucoup de familles agricoles. Et avec ce conflit, leurs terres sont confisquées, donc elles ne peuvent plus s'alimenter, elles ne peuvent plus survivre. Elles sont obligées d'aller en ville quémander et c'est vraiment difficile avec plein d'enfants. Donc les enfants ne vont plus à l'école. Il y a des crises sanitaires, des maladies comme le choléra, la famine aussi. C'est désolant, ça ne doit pas arriver. Ça ne doit pas arriver, ça ne doit pas être normal, on ne doit pas le normaliser. Qu'il y ait le choléra encore aujourd'hui, en 2023, c'est pas normal. Mais c'est pas normal, on voit pas ça en France, on voit pas ça dans d'autres pays occidentaux ou en Amérique. Et ça doit plus exister en Afrique. Tu parles de l'Est, mais toi, tu as pu aller à Pacadjouma, c'est à Kinshasa. En fait, c'est un camp, d'après ce que quand j'ai parlé avec les gens que j'ai rencontrés là-bas, donc c'est un camp illégal, hein, c'est des personnes qui ont fui, soit qui venaient de l'Est ou autre, qui se sont installées illégalement sur le terrain de l'ONATRA, qui est un terrain de l'État. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que c'est des constructions de fortune, en fait. Donc, il n'y a pas de canalisation, il n'y a pas ce genre de choses. Donc, la même eau où la petite rivière où les enfants ils vont uriner, boire, c'est la même eau où on va voir quelqu'un en train de se nettoyer, ou la même eau où on voit un autre enfant en train de la boire. Et la même eau où on jette les déchets aussi. Il y a beaucoup de gens qui étaient là, qui vivaient dans l'Est ou dans d'autres zones où les milices sont arrivées, qui ont semé la terreur. Et ils ont remonté sur Kinshasa dans l'espoir d'avoir une vie meilleure, mais ils se retrouvent de nouveau dans cette situation-là. Et il faut que ça stoppe. Psychologiquement, on ne s'imagine pas les pertes humaines, les traumatismes psychologiques que ces familles subissent. Donc vraiment, aujourd'hui, j'ai vraiment envie que ce conflit s'arrête pour que tout le monde retrouve la paix. C'est pas quelque chose qui est une fatalité parce que entre 2019 et 2022, il y a eu un temps de paix. Et les hostilités n'ont repris que l'année dernière. Le M23, c'est un des conflits à l'est de la RDC. Il y a plus d'une centaine de milices, de groupes armés aujourd'hui à l'est de la RDC. Beaucoup de ces autres conflits plus locaux ont lien avec ce conflit, avec cette déstabilisation qui est faite aujourd'hui par le Rwanda. Mais donc, entre 2013 et la reprise du M23 en 2021-2022, il y avait encore beaucoup de violence et beaucoup de problèmes à l'est de la RDC. Mais ce qui se passe avec le M23 aujourd'hui, c'est qu'en quelque sorte, on remet une pièce dans la machine. On va réarmer certaines milices, justement donc l'armée congolaise va réarmer des milices pour se battre contre le M23. On redéstabilise des populations, on recrée des tensions entre les communautés. On recrée des tensions autour de la propriété des terres, on recrée plein de tensions comme ça, et donc on prolonge ce conflit qui pouvait peut-être trouver une issue dans les années qui venaient. Mais alors pourquoi, entre 2019 et 2022, il y a un pacte de coopération finalement, et pourquoi il éclate et qu'on revient à un conflit ? Alors peut-être qu'il faut revenir un petit peu en arrière sur ce qui s'était passé en 2012-2013. Le M23 avait été battu parce qu'il y avait eu une très forte volonté politique internationale, à Kinshasa, mais aussi internationale. Les Américains, les Français, l'Europe avaient mis beaucoup de pression sur le gouvernement rwandais, notamment en supprimant les aides au gouvernement et en demandant à ce que Kigali mette fin à son soutien. Il y a eu un coup de fil de Barack Obama qui avait dit stop, en gros. Voilà, après la prise de Goma, Barack Obama avait appelé Paul Kagame pour lui dire que ça suffisait. Et puis après, on avait mis beaucoup de ressources aussi dans la MONUSCO, la mission de maintien de la paix, en lui donnant aussi un mandat d'attaque. Donc il y avait eu toute une volonté politique, il y avait eu des moyens qui avaient été donnés. Et le Rwanda avait fini par lâcher le M23. Ce qui paraissait très clair en 2013, c'était en fait que le Rwanda n'avait plus intérêt à soutenir le M23. Et donc cette résurgence, elle a vraiment... Ça l'isolait quelque part, ça a isolé le Rwanda sur la scène internationale des Occidentaux et des autres pays africains, que de continuer à soutenir cette milice qui déstabilisait un pays voisin. Voilà, exactement. Toute la stratégie de Paul Kagame, c'est de construire une image de l'allié indispensable et du régime qui
qui est moderne, qui va construire un pays moderne. Et donc, ça ne collait pas avec son image, en fait. Et donc, la résurgence du M23 aujourd'hui, avec ce soutien avéré qui a été prouvé par des rapports de l'ONU. Donc ça, c'est un rapport de l'ONU qui vient d'être rendu en décembre. Donc, qui dit « La fréquence, la durée et la force des attaques menées par le mouvement du 23 mars, groupes armés faisant l'objet de sanctions, se sont considérablement intensifiés et le territoire que celui-ci contrôle s'est agrandi de façon significative. Le groupe d'experts a trouvé des preuves substantielles de violation de l'embargo sur les armes et du régime de sanctions, notamment à l'intervention de la force de défense rwandaise sur le territoire de la République démocratique du Congo, soit pour venir en renfort au M23. » Donc ils disent clairement que les forces armées rwandaises viennent en soutien au M23 sur le territoire congolais. C'est un schéma qui se répète depuis 30 ans, c'est-à-dire que toutes les quelques années, on a cette milice qui revient, qui est soutenue par le Rwanda, on a ces rapports de l'ONU qui prouvent ça, on a des rapports de Human Rights Watch qui prouvent ça et de plein d'autres gens. Ça n'est pas un secret et d'une façon ou d'une autre, on replonge à chaque fois dans cette question, est-ce que le Rwanda soutient vraiment cette milice alors qu'on sait ça très bien, c'est avéré. Alors pourquoi ils ont à nouveau intérêt à rallumer le feu au Congo? C'est une très bonne question et c'est une question, très honnêtement, tous les experts, on a plein d'hypothèses, mais la raison exacte, les raisons exactes probablement, ça n'est pas, personne ne pourra dire concrètement pourquoi spécifiquement. Je pense qu'il y a eu une série d'événements déjà. Le Congo s'est rapproché de l'Ouganda, qui est historiquement Museveni, qui est le président ougandais, et Paul Kagame, le président rwandais, sont des frères ennemis. Ils ont une relation très complexe et un peu hostile. Et ils se sont rapprochés pour construire une route qui allait permettre au commerce de contourner le Rwanda au lieu de passer par le Rwanda. Ils ont fait des alliances militaires pour aller se battre contre une autre milice qui déstabilisait une autre partie du Congo. Voilà, il y a un vrai rapprochement. Le Congo est rentré dans la zone économique d'Afrique de l'Est, ce qui veut dire qu'il pouvait créer des relations économiques privilégiées avec d'autres pays, comme le Kenya, donc l'Ouganda aussi, le Burundi, la Tanzanie. Donc, je pense, et c'est l'analyse de beaucoup de gens, le Rwanda a vu son influence sur le Congo, sur l'économie du Congo, en fait, lui échapper, ou possiblement lui échapper, et a voulu mettre un peu son poing sur la table. Et il ne faut pas oublier que Paul Kagame et son gouvernement, ce sont des gens qui sont des anciens rebelles eux-mêmes, qui sont venus au pouvoir en étant une rébellion, en prenant le pouvoir par la force, et qui ont donc ce réflexe de recourir aux armes pour négocier. À chaque fois qu'ils font ça, ils négocient des choses avec le gouvernement congolais et ils obtiennent peut-être des facilités économiques, des accords. Donc il y a vraiment cet aspect-là le Rwanda, c'est un tout petit pays qui a besoin de l'économie du Congo pour se développer. Alors quand vous dites l'économie du Congo, on lit beaucoup que ce serait pour les ressources minières qui seraient très importantes dans le Kivu, que le Rwanda aurait intérêt à intervenir au Congo. C'est vrai que le Congo, il y a beaucoup de ressources minières. Et aujourd'hui, quand on voit le PIB du Congo et la population, dans les conditions où la population vit, c'est pas normal, il y a un problème. Et je pense que ça part aussi de là, que les Congolais, ils ne sont pas aussi maîtres de leur terre pour faire bien fonctionner le pays. Alors vous mettez un bémol à ça, vous dites que c'est pour les ressources minières? Oui, les ressources minières, c'est indéniablement un enjeu important, mais je dirais que c'est plus que ça, c'est-à-dire que c'est l'économie en général de la RDC. Aujourd'hui, l'année dernière, le Rwanda a signé un accord avec le Congo-Brazzaville, donc c'est le petit Congo de l'autre côté, pour louer des terres agricoles. Donc il faut vraiment comprendre que le Rwanda, c'est vraiment un pays qui est plus petit que la Belgique et plus densément peuplé. Ils n'ont pas de ressources eux-mêmes. Aujourd'hui, beaucoup des transactions financières du Congo passent par le Rwanda. Et donc le Rwanda bénéficie plus généralement de l'instabilité au Congo. Et lui, donc le pays est vu comme étant un pays stable,
parce qu'il est verrouillé par la dictature de Paul Kagame. Et donc, il bénéficie de ça pour le commerce, pour plein de choses. Et donc, les minerais, ça en fait partie, indéniablement, mais ça n'est pas que ça. Cette guerre du Kivu, elle fait suite au génocide qui s'est déroulé au Rwanda. Elle y fait suite à la fois sur le plan géopolitique et je pense presque sur le plan psychologique de ce qui se produit, du silence qui est fait sur cette guerre aujourd'hui. Je rappelle que j'avais demandé, il y a maintenant 2 ans à peu près, l'ouverture des archives de l'Assemblée nationale sur le Rwanda aux chercheurs et que ça n'a toujours pas été ouvert, bien qu'il y ait eu des signatures transpartisanes à l'époque, puisqu'on avait Jean-Christophe Lagarde qui était UDI, on avait Émilie Cariou qui était de En Marche, on avait Richard Ramos du MoDem, on a fait Michel Zumkeller qui était UDI aussi, et on avait, je crois, Jean-Louis Bourlange, il faudrait que je vérifie, il n'est pas là dans la liste, mais donc j'en profite quand même pour redemander que sur ce qui a été le rôle de la France au Rwanda, on ait une transparence la plus complète qui soit faite, en tout cas depuis ce lieu qui est l'Assemblée nationale, qu'on ouvre nos archives pour comprendre ce qui s'est passé au Rwanda exactement et quelle est l'implication de la France. Ça a été un moment de déstabilisation non seulement du Rwanda, de toute la région, et finalement, psychologiquement, on est encore dans une culpabilité vis-à-vis de ça aussi. Oui, je pense que c'est très très important de rappeler ça. Il y a eu un génocide, il y a 800 000 personnes qui ont été massacrées, principalement des Tutsis, mais aussi des Hutus modérés. Et il y a un vrai traumatisme dans la région, un vrai traumatisme pour les populations Tutsis au Rwanda et à l'est du Congo, qu'il ne faut pas nier et qu'il ne faut pas minimiser non plus. Aujourd'hui, il y a une milice qui s'appelle les FDLR, qui sont des... Le sigle, il veut dire FDLR, quoi? alors... Je ne veux pas contre les sigles, c'est un combat sur tout. Les hôpitaux, l'éducation, tout, c'est un combat contre les sigles si on veut que les gens y comprennent. Alors, FDLR, qu'est-ce que ça veut dire? Du coup, vous l'avez oublié aussi. Oui, le Front démocratique de libération du Rwanda, qui sont des gens à l'origine qui a été formés par des anciens génocidaires, Hutus, qui ont fui au Congo après le génocide, et qui sont à l'origine en fait de toute cette guerre. C'est-à-dire que l'origine de cette guerre, il faut le rappeler, c'est Paul Kagame, le FPR, et qui poursuivent ces gens pour sécuriser le Rwanda, pour mettre terme, pour que ces gens ne puissent plus... Pour à la fois sécuriser le Rwanda et sécuriser les Tutsis qui se trouvaient du côté congolais aussi. Voilà, effectivement, puisqu'il y avait ces populations aussi, Hutus et Tutsis, qui avaient été déplacées par les Belges et qui effectivement étaient discriminées aussi, il faut le dire. Et donc c'est ça le début du conflit il y a 30 ans, c'est l'invasion en 96 du Congo par le FPR avec la FDL de Laurent-Désiré Kabila, qui était un chef rebelle congolais. Ces tensions et la présence de ce groupe armé qui reste encore là, qui, il faut aussi dire, est devenu un peu une excuse aujourd'hui pour Kigali, pour les interventions en RDC, parce que c'est un groupe qui est très faible. Et juste avant, le truc qui est très paradoxal, c'est que juste avant la résurgence du M23, le Congo avait invité le Rwanda à participer à des opérations conjointes pour mettre fin au FDLR. Donc il y avait une volonté du Congo de travailler avec le Rwanda pour mettre fin à cette question-là. Vous êtes franco-congolais, vous êtes les deux. Vous avez un pied là-bas, mais un pied ici. Exactement. En tant que footballeur. Depuis la France, qu'est-ce qui est faisable? Pour ma part, moi, avec mon association Banazola, qui vient en aide aux enfants vulnérables, on essaye d'amener notre pierre à l'édifice et de prendre en charge aussi les jeunes, cette jeunesse congolaise, par rapport, on a 2 leviers, que ce soit le sport, l'éducation. Et je pense que tout le monde a sa contribution, que ce soit les gouvernements, que ce soit... Tout le monde peut apporter son aide au Congo. En tout cas, pour notre part, nous, c'est vraiment humanitairement, socialement, qu'on essaye d'aider les populations. On l'a dit, en 2012, 2013, la guerre s'était cessée parce qu'il y avait une volonté internationale, notamment Barack Obama qui avait dit à Kagame « stop ». Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour que cette guerre qui passe un peu sous les radars, mais qui fait quand même plus d'1 million de déplacés, elle cesse? Ce serait mettre en alerte la communauté internationale encore plus. Moi, je sais que le gouvernement congolais a mis un processus de paix
et rentre en discussion avec le Rwanda pour pouvoir apaiser et estomper cette guerre. Maintenant, c'est toujours un peu compliqué, mais il faut toujours continuer en fait à mettre la lumière sur cette guerre. Il y a eu la venue du président Macron qui est venu. C'est vrai que les Congolais ont eu le sentiment un peu de déception parce qu'il n'y a pas eu forcément de position par rapport au conflit, à ce conflit. Il y a le programme African French Young Leader. Nous, on a voulu postuler, mais il fallait 3 ans d'activité, du moins dans le milieu associatif ou entrepreneurial, social. Et cette année, en fait, le programme Young Leader est sous le patronage du président Macron, Emmanuel Macron. Mais cette année, il le fait avec Paul Kagame, enfin le président Paul Kagame aussi, du Rwanda. Et il est aussi venu au Congo, sachant qu'il y a beaucoup de jeunes Congolais qui postulent à ce programme. Nous, on connaît un des lauréats de ce programme. Et pour moi, c'est pas, enfin, j'ai trouvé ça hypocrite, en fait, qu'ils viennent et qu'ils ne parlent pas forcément de ce qui se passe, qu'ils passent en silence ça, comme si de rien n'était. Je m'attendais à un peu plus une prise... peut-être pas prise de position, parce que je peux comprendre, il y a des enjeux diplomatiques, ce genre de choses, mais du moins, enfin, qui puisse dénoncer ça ou pointer du doigt sur ça, surtout qu'il a des relations, des enjeux avec le président Paul Kagame. Donc je pense qu'il peut être dans cette position. En tant que franco-congolaise, c'est l'attente que j'avais. De passer le Rwanda sous silence, non. Il se passe un conflit dans l'Est qui existe depuis longtemps. On en parle, mais il est temps qu'il y ait quelqu'un qui fasse le rôle de diplomate. C'est l'idée que j'avais dans mon esprit, en fait. Toi, tes parents, ils ont quitté le Congo pour avoir une vie meilleure. Ils ont fui aussi la guerre à une période. Moi, ma mère, elle était mariée avec un Français qui était justement qui était dans l'humanitaire, qui a construit des puits dans l'Est. Et quand il est décédé, pour elle, le choix pour qu'on ait une meilleure éducation, c'était de venir en France. Mais il faut aujourd'hui que la France, elle aide aussi à construire ce pays pour que demain, un Congolais puisse se dire non, je reste en fait. Il y a les bonnes conditions, tout est faisable ici. Qu'est-ce qui s'est passé lors du passage du président Macron au Congo? Je pense qu'on peut parler des minerais, de toutes ces choses-là pendant très très longtemps. Le fond du problème, c'est quand même qu'à Kigali, il y a un homme fort qui a décidé qu'il allait qui allait déstabiliser le Congo, qu'il allait soutenir cette milice du M23. Le pouvoir aujourd'hui au Rwanda, il est contrôlé par Paul Kagame, et c'est lui qui prend les décisions. Donc il faut lui tenir tête, il faut tenir tête au gouvernement rwandais et demander, comme ça a été fait en 2013, que ce soutien au M23 cesse. Et aujourd'hui, il y a un rapport très ambigu au Rwanda par l'Union européenne, par la France, par les États-Unis un peu moins, mais il y a un rapport très ambigu avec le gouvernement rwandais, c'est-à-dire que on dit un peu derrière, dans les couloirs qu'il faudrait arrêter, mais par ailleurs, on soutient avec de l'aide financière les armées rwandaises pour qu'elles interviennent sur d'autres conflits. Mais ces armées, ce sont elles qui sont à l'Est, qui vont déstabiliser l'Est. Donc il faut être clair, on ne peut pas soutenir l'armée rwandaise aujourd'hui, puisque l'armée rwandaise, c'est elle qui est derrière le M23. Aujourd'hui, je pense le Congo se sent un peu seul, effectivement. Il n'y a pas la coalition qu'il y avait en 2013 et qui a permis à ce que le M23 soit battu et que le Congo puisse gérer ces questions de manière souveraine. Oui, d'un côté, le ministère des Affaires étrangères il s'est exprimé assez clairement suite au rapport de l'ONU. Il a dit « Le Rwanda, car il faut le nommer, doit cesser son soutien au M23. Il faut en finir avec la répétition de l'histoire dans cette région. Le M23 doit cesser les combats, se désengager et rendre les territoires occupés. » Donc là, c'était assez clair. Mais quand le président de la République est passé au Congo, il n'a pas prononcé le mot Rwanda, qui a conduit à une déception. Oui, tout à fait. Et puis quand on donne 20 millions d'euros à l'armée rwandaise qui va défendre nos intérêts au Mozambique, puisque
il y a eu une attaque d'un groupe islamiste au Mozambique qui a déstabilisé un projet de Total, un projet gazier. Voilà, on donne de l'argent à cette armée, donc on la soutient aussi. Cet argent, est-ce qu'il va vraiment pour répondre aux problèmes au Mozambique ou est-ce qu'il va aussi peut-être ailleurs? Et il y a eu un grand débat en France, dans l'Union européenne, sur est-ce qu'on doit donner 20 millions d'euros à l'armée rwandaise alors qu'il lui arrive d'intervenir au Congo et de soutenir le M23? Non, pas du tout, ça n'a pas du tout été débattu. Et en fait, se rendre comme ça indispensable pour des alliés occidentaux, c'est une des stratégies du gouvernement rwandais, de Paul Kagame. C'est-à-dire que du coup, ils savent très bien que ça devient très difficile d'aller leur dire d'arrêter leur ingérence en RDC, puisqu'on en a besoin par ailleurs. Donc là, la France, elle s'est créée une dépendance vis-à-vis du Rwanda, même l'Union européenne, comme il peut y en avoir une autre vis-à-vis du Tchad, par exemple. Oui, absolument. Et l'armée rwandaise a été aussi envoyée en République centrafricaine. Et ils ont cette velléité donc, de devenir un peu des espèces de gendarmes de l'Afrique. Exactement. Paul Kagame et le gouvernement rwandais, ils essayent de projeter une image d'un régime moderne, d'une nation moderne à l'international. C'est un peu la start-up nation de l'Afrique. Ils veulent vraiment développer plein d'entreprises à Kigali. C'est une belle ville, bien maintenue et tout ça. Indéniablement, Paul Kagame est une personne très, très intelligente et qui est un peu un visionnaire quelque part. Mais il faut aussi voir que ça se fait au détriment des Rwandais aussi. Aujourd'hui, le Rwanda, c'est le 3e plus fort taux d'incarcération au monde. C'est, je crois, aux alentours de 500-600 personnes pour 100 000 habitants. C'est énorme. En France, on est à 100 personnes pour 100 000 habitants, pour comparer un peu. Donc c'est une dictature. Les gens n'ont pas leur mot à dire dans la façon dont le pays est géré. Et les chiffres qu'on peut voir de développement qui semblent très bons sont aussi manipulés. Le Financial Times a fait une enquête là-dessus qui démontrait que les chiffres n'étaient en réalité pas aussi bons que le gouvernement rwandais les présentait. Voilà, c'est une vraie dictature. Ce n'est pas un pays qui se développe dans la paix et la joie pour tout le monde, peut-être au détriment des Congolais, mais peut-être qu'on pourrait un peu fermer les yeux là-dessus parce qu'en fait, voilà, non, c'est vraiment un pays qui pourrait être aussi au bord de l'implosion s'il n'y avait pas quelqu'un comme Paul Kagame. Il n'y a pas d'avenir qui est construit au-delà de lui-même. Et ça, c'est très dangereux aussi pour les Rwandais et pour la région. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on peut faire ici ? Je pense que déjà, il faut en parler et il faudrait en parler plus. La couverture médiatique de ce sujet a été très, très décevante, de ce conflit a été très décevante. Même par rapport à il y a 10 ans, on n'en parle pas. Et du coup, ça passe un peu au-dessus de la tête de tout le monde et on peut se permettre de ne pas dire que le Rwanda soutient le M23 quand on va à Kinshasa, puisque de toute façon, personne ne va y faire attention. Ce qui est profondément choquant en fait. On peut mener de front une réconciliation avec le Rwanda sur le rôle de la France pendant le génocide et aussi protéger les Congolais. Aujourd'hui, je pense que ce ne sont pas deux choses qui sont opposées, au contraire, c'est deux choses qui vont ensemble, c'est-à-dire que les peuples de cette région ont le droit de vivre en paix et on ne devrait pas laisser passer nos intérêts économiques avant. Le Congo aussi, c'est le premier pays francophone au monde. Et il y a ce lien aussi des Congolais avec la France. Et plus particulièrement, moi, par rapport au football, je sais que même en équipe de France A, il y a beaucoup de joueurs d'origine congolaise. Et aussi dans l'équipe nationale du Congo, il y a des joueurs qui sont binationaux. Donc il y a vraiment ce lien. Et c'est pour ça que je pense que aussi la France a vraiment un rôle à jouer dans ce conflit. Alors c'est qui les grands footballeurs d'origine congolaise qui sont en équipe de France? Il y avait Mandanda, Blaise Matuidi, là maintenant il y a Kolo Muani, Kamavinga aussi. Il y a toujours, même dans les centres de formation en France, il y a beaucoup de joueurs d'origine congolaise. Ouais. Et vice-versa, dans l'équipe nationale du Congo actuelle, des joueurs comme Cédric Bakambu, Samuel Mutusami, qui ont évolué, que ce soit à Sochaux, à Nantes. Aujourd'hui, ils sont en équipe nationale un peu comme moi aussi, formés à Monaco et qui a joué
national du Congo. Il faudrait un match de foot pour mettre en lumière peut-être, un match pour la paix, pour mettre en lumière ce qui se passe au Congo. Exactement, ce serait une très belle initiative. Ça rassemblerait les peuples et ça mettrait la lumière sur ce conflit.